Mesdames et messieurs, chose promise, chose due, ça fait maintenant 2 ans que le média Coast to Coast est lancé et on n'a toujours pas fait de vidéo WNBA. Vous m'avez tapé sur les doigts sur Twitter et voilà, je réponds à vos demandes. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que ce mois de septembre est chaleureux, joyeux. On se rapproche bien évidemment du retour de la NBA, on vous en a parlé un peu avec Quentin la semaine dernière, les previews vont pas tarder à arriver. On a fait une petite vidéo sur l'Euro, mais on s'est vite arrêté parce que, bah, bien évidemment, le parcours, français a été, comme qui dirait, ralenti. Et on a prévu, j'ai beaucoup de chance aujourd'hui de recevoir 2 et je me permets d'utiliser le mot expert, français de la WNBA pour traiter de la grande ligue féminine. Et on voulait vous faire une vidéo WNBA. Les gars, je vous laisse vous introduire. Salut Gis, salut Yann, qui veut commencer? Vous Vas-y battez pas, Gis, tu allez. l'ancienneté. Allez, honneur à Gis. Non, bah, bon, je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont peut-être me connaître, enfin, en tout cas, ceux qui vont regarder la vidéo, mais donc bah, moi, j'interviens principalement chez Swiss Switch, quoi, avec Shai, avec Flo, avec Steph, Romain et cetera pour décrypter un peu tout ce qui se passe, autour de la WNBA et puis, bah, du basket féminin en général, hein, vous me retrouvez aussi, pas mal sur Twitter, où je commente aussi un peu le basket européen, un peu le basket FIBA. Bon, je parle aussi de temps en temps un peu des garçons, mais c'est quand même plutôt orienté filles, quoi. Donc, voilà et puis plus particulièrement effectivement sur Swiss Switch où nous on est très orienté WNBA et on fait aussi les compétitions, internationales vu qu'on est un média franco-belge, francophone. Donc on fait aussi la Belgique et l'équipe de France, lors des compètes internationales, quoi. Et on traite aussi de Team USA vu qu'on a l'approche WNBA, donc c'est les 3 équipes qu'on suit en plus particulièrement en compétition internationale, quoi. Ouais, ouais, bah, moi, j'ai eu la chance, entre guillemets, de vous connaître et de vous découvrir un peu au travers de ce prisme-là, des compétitions internationales, et puis, bah, voilà, de fil en aiguille, on a tissé les relations qu'on a aujourd'hui. Vraiment, je me permets, c'est pas une fausse hypocrisie ou une fausse gentillesse, mais moi, vous m'avez vraiment aidé dans mon espèce d'introduction à la WNBA, au sport féminin, en tout cas le basketball féminin. Donc vraiment, je vous encourage tous, grand public et gens qui ne sont pas forcément informés à aller déjà suivre Swish Swish, et le compte de Gis sur Twitter. Vous allez retrouver tout ça en description. Et de pas hésiter à poser des questions. Pour le coup, Gis, tu as vraiment cette capacité et cette pédagogie qui fait que quand on s'intéresse un petit peu intelligemment à un sujet, tu n'hésites pas à répondre. Donc voilà, c'est très, très cool. N'hésitez pas à aller suivre ce que fait Ghislain. Moi, c'était mon entre guillemets «mon pied à l'étrier» pour la WNBA, donc je suis vraiment content que tu sois là. J'ai un deuxième invité, qui va nous accompagner sur cette vidéo. Yann, je te laisse te présenter, comme Gis. Eh bien, salut tout le monde. Donc moi, c'est Yann. J'ai lancé un média, surtout sur YouTube qui s'appelle Who Got Next il y a quelques mois maintenant, où je traite principalement du basket européen. Donc je fais des décryptages de matchs, d'Euroleague et cetera chaque semaine quand la saison est en cours. Je parle aussi évidemment pendant l'été de la WNBA. Je m'intéresse aussi pas mal aux compétitions internationales. Puis voilà, on fait son petit bout de chemin. Je suis assez actif sur Twitter, donc vous avez sûrement dû voir passer mon pseudo, à droite, à gauche. Mais on essaye de transmettre un petit peu la passion et de médiatiser un petit peu le basket féminin parce que ça en manque cruellement en France. Donc il y en a qui le font très, très bien, mais c'est encore quelque chose de très niche donc bah, si on peut aider à démocratiser ça et à le rendre plus accessible au grand public, bah, autant essayer. Ouais, ouais, c'est un très bon résumé. Excuse-moi, tu ferais un très, très bon commercial sur la WNBA. J'ai 2-3 coups de fil à passer d'ailleurs pour essayer de te glisser quelque part. Non, non, mais voilà, encore une fois, là aussi, je me permets de donner un petit mot sur Yann avec qui, on a pu aussi échanger sur le basket masculin l'année dernière, si je dis pas de bêtises, après les JO sur pas mal de space et de fil en aiguille, pareil, on a diversifié sur la WNBA. Hem Un avis, une expertise, tu sens que enfin, tu regardes des matchs, tu consommes du basket de la WNBA, tu es pas cet escroc, qui a regardé 2 matchs et qui peut se permettre d'avoir un avis tranché sur plein de choses parce que c'est ce qui existe beaucoup, hein, en termes de médias en France et même partout dans le monde. Donc voilà, encore une fois, une bonne pédagogie et si vous n'êtes pas au courant, heu,
nous, on a l'habitude parce qu'on communique beaucoup sur Twitter, mais il y a un space, qui a lieu le mercredi ou le jeudi, qui a animé un petit peu toute la saison régulière aussi, où Gis, où Yann, ou beaucoup d'autres intervenants qu'on va moi, je vais prendre quand même une minute pour les saluer un petit peu tous parce que on voit vraiment la couverture là de la WNBA qui se développe de plus en plus en France. Vous, les gars, vous en êtes à l'origine aussi, en grande partie, mais vous avez aussi poussé beaucoup d'autres personnes à s'y mettre et on échange au travers d'un groupe, mais on sent vraiment qu'il y a un engouement. Il y a quelque chose qui se développe vraiment. Il y a une vraie ouais, il y a un vrai développement du basket féminin en France, un angle de vue et un prisme qui est complètement différent de celui de la NBA, mais qui est aussi des fois beaucoup plus agréable, on va pas se le cacher. Donc voilà. J'en profite, Gis, tu en as parlé de l'équipe de Swiss Switch, Flo, Shai, il y a aussi Emma qu'on peut saluer. Il y a bien évidemment Greg, Matt, enfin bref, toute la team, Jeff, tous les gens qui nous ont accompagnés, au cours de la saison et de la saison précédente, que ce soit sur les spaces, des personnes qui gèrent aussi les comptes de franchise WNBA sur Twitter, qui interviennent assez fréquemment. On en profite toujours pour faire un petit coucou à Bobby parce que voilà, on le sait en souffrance, Bobby, le fan du Connecticut Sun. J'en profite aussi pour faire un petit clin d'œil à mes camarades de chez The Playoff, Chris, avec qui on a pu animer pas mal aussi de podcasts WNBA sur la chaîne de The Playoff, et Elliot, notre envoyé spécial direct, à Indiana, qui a la chance aussi pour The Playoff de couvrir et d'interviewer pas mal de joueuses et de coachs. Donc voilà, n'hésitez pas à aller suivre toutes ces personnes, à interagir avec eux. Si vous voulez vous lancer dans la WNBA, le train n'est pas encore trop loin. Il y a encore de la place dans les wagons, mais il faut le faire de manière bienveillante. Voilà, 6 minutes 49, on va pouvoir se lancer les gars, parce qu'on a quand même pas mal de choses à voir. L'idée de la vidéo, elle est simple. J'aimerais qu'on revienne ensemble sur les faits marquants de cette saison régulière, 2024-2025, parce qu'on a encore eu le droit, enfin 2024 juste 2025, on peut s'arrêter là-dessus. On a eu le droit encore une fois à une magnifique saison qui avait commencé de manière tonitruante pour certaines équipes et dont certaines équipes se sont un petit peu cassées la gueule liées à des blessures, à plein de choses. Il y a eu des faits marquants pour certaines joueuses individuellement, pour des stats. Il y a encore une fois un beau duel pour, certains trophées. On a des rookies qui ont crevé l'écran, enfin bref, 15 milliards de choses à développer. Moi, l'idée là, dans ce premier temps, pour introduire un petit peu cette vidéo, je vais vous laisser la parole. Je vais vous donner un élément qui vous a particulièrement marqué cette saison. Je vous laisse, voir entre guillemets, si c'est plutôt sur du terrain directement, du hors terrain ou si ça englobe les 2. Et bah, honneur, à l'expérience. Gis, quel est pour toi un des éléments, parmi tous ceux tout le panel large qu'on a pu étayer, un des éléments qui t'a particulièrement marqué, que ce soit positivement ou négativement sur cette saison WNBA, cette saison régulière? Alors, moi, ce que j'ai trouvé, cette saison, c'est l'évolution tactique du jeu dans le basket féminin, globalement. Je trouve qu'en WNBA, cette année, on a passé, vraiment un step. Il y a eu pas mal de renouvellement de coaching en plus, cette année, des nouveaux coachs et cetera, plus jeunes, et je trouve qu'on est en train de passer un step, vraiment tactique dans la compréhension du jeu, par rapport aussi des fois à ce qu'on peut trouver en Europe, qui est encore un peu basé sur des systèmes assez longs, années 90, encore 2000, les postes de jeu, les choses comme ça un peu. On met les gens un peu dans les cases, bon, tu sais, tout ce qui se trouve aussi un peu dans le basket français aussi de façon générale, hein, qu'on retrouve aussi. Je trouve que l'évolution tactique, oui, tu veux pas trop en dire? Je trouve que l'évolution tactique cette année, elle a été importante. D'ailleurs, il y a plein de chiffres qui le montrent, hein. Les ratings offensifs, les ratings défensifs, moyenne de la ligue, sont beaucoup plus importants qu'il y a quelques années. Il y a il commence à y avoir une vraie part analytics aussi qui rentre dans le jeu, heu, qui était pas trop présent en WNBA, qui est très présent en NBA depuis longtemps, hein, déjà, mais qui était pas trop présent. Il y a une vraie, des schémas de jeu, je trouve, qui sont où on cherche à beaucoup créer d'espace autour, de certaines joueuses pour, leur libérer, l'accès au panier pour je trouve que cette année, il y a une vraie progression et ça m'a bien marqué, et il y a des équipes d'ailleurs qui sont plus en avance que d'autres, et il y a des points, par exemple, comme, les Valkyries qui ont si bien marché cette année, c'est aussi parce qu'elles ont eu une coach qui a été assez révolutionnaire dans ce qu'elle a proposé en termes de modernité dans le jeu, et si ça a si bien marché aussi, c'est pas que lié aux joueuses, parce qu'on va pas se mentir, c'était pas l'équipe la plus talentueuse de la ligue, mais c'est parce que des schémas de jeu ont été mis en place et que l'approche tactique, de
certains ou certaines coachs, en fait, montrent que le jeu est en train d'évoluer et bah, ça s'est traduit justement sur des équipes qui avaient peut-être moins de talent, mais qui au final ont fait des excellentes saisons grâce à ça. Alors c'est toujours un peu, mettre aussi où on met le curseur entre le talent, la tactique, comment faire bien jouer l'équipe. Mais moi, c'est quelque chose que j'ai vraiment apprécié cette année et pour suivre la ligue, alors presque depuis le début, hein, bon, même s'il y a une époque au début des années 2000, on suivait la ligue, par, un petit peu, ESPN avec 3 vidéos et puis, 1 match par semaine quand on avait la chance d'avoir un peu, du satellite pour trouver ESPN quoi. Mais c'est vrai que même depuis, on va dire un peu, la création du League Pass en 2015, quand on regarde le basket qui était pratiqué en WNBA en 2015 et le basket donc 10 ans plus tard, tactiquement, on est sur, bah, à peu près l'équivalent, tu vois, de ce que je parlais pour faire une petite analogie de ce qui pouvait se passer dans les années 2000, en Ouais. NBA et ce qui se passe, aujourd'hui en 2025 où tu as, tout est étudié, tout est analysé et effectivement, je trouve qu'il y a une vraie passerelle au-delà de tout l'engouement médiatique qui se passe, mais il y a une vraie passerelle en termes de jeu, de compréhension du jeu et d'ailleurs, il y a des coachs qui ont été bien impactés par l'évolution du jeu et qui ont eu plus de mal que d'autres. Donc voilà, donc c'est le alors il y a plein de choses, hein, parler d'autres choses après, mais parce qu'il y a des joueuses, il y a des talents hors normes qu'on a vu aussi cette année s'exprimer, mais là, globalement, je pense que ce qui m'a vraiment intéressé alors après, vous le savez pas, mais bon, vous les gars, vous le savez, mais moi, en plus la tactique, le coaching et cetera, c'est vraiment toute ma base de ma recherche basket, de ma connaissance basket, donc c'est quelque chose que je regarde beaucoup et j'ai vraiment été impressionné par, l'évolution du jeu, rien qu'en une saison même. Je trouve qu'on a passé des steps même par rapport à l'année dernière, qui avait déjà passé des steps par rapport aux années précédentes, mais là, on a vraiment, accéléré énormément et je serais pas étonné que d'ici 2 3 ans, on ait encore beaucoup plus de révolution, dans la modernité de jeu, d'en faire jouer, les grandes avec le ballon, les petites, plus en poseuse d'écran. Enfin voilà, on a vu plein de choses comme ça qui étaient hyper intéressantes. Ouais, c'est un angle de vue hyper intéressant. On le savait, en tout cas, quand on rentre un petit peu dans le spectre de la WNBA et qu'on veut commencer à s'y intéresser, on sait que c'est une ligue de superstars, de joueuses iconiques. Il y en a entre guillemets «toujours eu», des joueuses qui ont vraiment Oui. marqué leurs équipes, marqué leur temps et là, je te suis complètement pour entre guillemets, «pour suivre cette ligue» depuis 2 ans. C'est vrai qu'en espace de 2 ans, on le voit, l'évolution dans le jeu, l'évolution tactique, le développement, ne serait-ce aussi de comment mettre en place la mise en place de systèmes, de l'analytics, on a aussi beaucoup parlé, chose qui est arrivée et qui commence à bousculer, qui bouscule le monde de la NBA depuis pas mal de temps et qui commence à bousculer le monde de la WNBA et l'avantage entre guillemets, c'est que la WNBA ne perd pas le temps de la phase de test que la NBA a pu subir ou que d'autres sports ont pu subir et a vraiment pris le bon prisme de ce développement au niveau de l'analytics. Je te suis là-dessus. Si on peut parler 2 secondes, Yann, avant de te laisser la main, des Valkyries, parce que c'est quand même quelque chose qui n'arrive peut-être qu'une fois dans une vie. Pour vous présenter rapidement le profil de Golden State. Golden State est une franchise d'expansion, donc a vu jour il y a quelques mois finalement. C'est leur première saison WNBA. Une équipe coachée par Nathalie Nakase, tu en as parlé, qui nous sort une saison, bah, potentiellement de coach of the year, hein, on reviendra, on va peut-être en discuter, mais il y a de fortes chances. Une franchise qui bénéficie bien évidemment d'un environnement très développé basket à Golden State, qui a été poussé énormément par les joueurs de la franchise du côté garçon, hein, notamment Steph Curry et d'autres qui se sont vraiment, employés à faire que le développement de cette franchise se passe très bien. Hem Des infrastructures neuves, du développement, de l'argent qui a été investi et en fait, on le voit, bah, la finalité, c'est que pour une première saison en WNBA, les Valkyries se sont qualifiées directement en play-off, nous ont sorti une saison magnifique. Il y a des joueuses françaises qui s'y sont développées, on va pouvoir peut-être aussi en reparler un petit peu. Juste question à vous les gars, avant Yann de te donner la main. On a souvent cette discussion et ce débat de: est-ce que c'est un coup de chance ou est-ce que, des équipes se retrouvent là parce que d'autres équipes n'ont pas fait le taf? Ou est-ce que vraiment le développement fait que, voilà, elles ont tellement bien joué que, c'est logique qu'elles se retrouvent là? En fait, c'est une question un peu double. C'est, dans un premier temps, est-ce que ça vous étonne qu'une franchise qui débarque dans une
une ligue aussi compétitive que la WNBA puisse crever l'écran comme ça et se frayer une belle place en play-off. Et deuxième chose, tu as parlé un petit peu d'analogie, je te propose qu'on en fasse une. Est-ce qu'il est possible de voir en NBA ou même dans un autre sport, une équipe qui vient de se créer et qui obtient d'aussi bons résultats et d'une aussi belle façon? Moi, je suis un peu partagé sur ça. Je pense que Golden State est là, cette année, enfin aussi haut dans le classement, j'entends, parce qu'il y a des équipes qui ont contre-performé très gravement. Je pense à Los Angeles, je pense à Chicago, quand on regarde même Seattle qui se bat pour les playoffs, elles ont gagné des matchs là où, dans une saison normale, elles auraient dû les perdre. Donc il y a eu un vrai travail de fait, ça jouait plutôt bien. Donc faut quand même le rappeler, c'est une équipe qui est extrêmement défensive. Offensivement, c'est quand même beaucoup plus compliqué. Ça va mieux en deuxième partie de saison parce qu'il y a eu un ajout de certaines joueuses qui permettent, dont Iliana Ruppert, française, qui permet d'espacer un petit peu le jeu offensif et de créer des lignes pour des joueuses qui sont plus sur le drive. Mais c'est vrai que oui, c'est un exploit qu'elles soient là. Elles méritent quand même leur place, hein, parce que faut les gagner les matchs, hein. Comme tu l'as dit, c'est une ligue qui est extrêmement compétitive. Il y a aucun match qui est facile, donc faut aller les chercher. Malgré tout, je pense que dans une saison classique, sans blessure, de certaines joueuses, sans tout ça, Golden State aurait raté les playoffs et ça aurait été normal, en fait. Personne n'aurait pu leur en vouloir. Donc évidemment, c'est très bien pour elles. C'est très bien pour le développement de la franchise parce qu'en année 1, gagner, 23 matchs, aller en play-off, c'est génial. Mais il faut quand même, je pense, calmer un petit peu les attentes sur l'effectif. Il y a de nouveau, heu, non pas une, mais 2 drafts d'expansion parce qu'il y a 2 nouvelles équipes qui vont arriver la saison prochaine. Il y a une free agency, énorme, étant donné que toutes les joueuses ne sont plus sous contrat, à la fin de la saison. Donc l'effectif va être amené à bouger énormément. Malgré tout, tu as quand même une équipe qui a des principes de jeu, qui a réussi à adopter la philosophie de sa coach, qui est nouvelle en tant que head coach, mais qui a un petit peu roulé sa bosse quand même, hein, qui était assistante de Becky Hammon, ces dernières saisons à Vegas, par exemple. Donc a l'expérience d'aller gagner des titres, d'aller loin en play-off, d'avoir une identité forte. Donc il y a des bases très saines pour cette équipe, mais il faut quand même, voilà, tout faut Calmer. avoir raison garder et pas s'enflammer non plus sur les performances de cette saison. Ouais. L'année 2 pourrait être un peu plus compliquée des fois aussi, hein, parce que là, il y a un peu l'effet surprise aussi. Je pense qu'il y a beaucoup d'équipes, qui les ont pas trop scoutées, qui l'attendaient pas trop quoi, qui les attendaient pas trop sur les résultats. Heu, voilà, il à mon avis, voilà, c'est une belle saison, c'est clair, dans le développement, dans le travail a été remarquable, la valorisation de la franchise est incroyable. Par contre, ouais, comme je suis d'accord avec Yann, il y a beaucoup de circonstanciels, quoi, autour Ouais. de cette place. Ce qui n'aurait pas fait d'ailleurs, si elles avaient fini 9e ou 10e, la saison aurait, pour moi, été tout aussi excellente, en fait. Mmh. Il y a pas que le question de la qualif en play-off. Alors je sais que les victoires, souvent, ça fait on dit, «Ah, une équipe qui gagne, elle joue bien, une équipe qui perd, elle joue mal», mais c'est pas forcément que ça dans un travail de développement. Donc à mon avis, c'est un poil haut, peut-être. Là, je pense qu'au premier tour des playoffs, ça risque d'être un peu compliqué d'ailleurs. Mais c'est intéressant en tout cas pour montrer que la franchise se lance et pour avoir attiré tous les fans et cetera. Et ça, c'est très positif. Là, à mon avis, les Valkyries se sont offerts, allez, 3-4 ans, peut-être au minimum, même de médiocrité sans problème. Ce qui est Derrière. Si extraordinaire, toutefois hein. ça marche pas, parce qu'en fait sur cette saison-là, vont vivre sur cette saison-là. Le Mmh. coaching staff va vivre là-dessus et donc vont avoir le temps de travailler et même si l'année prochaine, parce que tu perds, 3 autres joueuses à la draft d'expansion, qu'il y a peut-être tu arriveras peut-être pas à tirer de grandes stars et cetera à la free agency, bah, tu mangeras encore un peu sur cette saison-là et ça te permettra de laisser du temps pour travailler et pour une équipe jeune d'expansion, bah, c'est l'important. Mais par contre, c'est pas la norme. Je pense que l'année prochaine, avec les 2 autres équipes d'expansion, je serais très étonné que ça soit et d'ailleurs, quand on voit tout le sport américain, il y a pas d'exemple comme les Valkyries. Ouais, Ça on est d'accord. n'existe jamais
et si ça arrive en NBA, autant vous dire que les équipes d'expansion, elles seront pas bonnes non plus parce qu'en plus, il y a un contexte de la WNBA aussi, c'est qu'il y a que 13 équipes et il y a 8 équipes qui vont en play-off. Donc c'est beaucoup plus enfin, il y a beaucoup plus d'équipes en proportion qui vont en play-off que sur une ligue comme la NBA, comme la NFL ou et cetera, où il y a plus, d'équipes, quoi. C'est je dis pas que c'est plus facile parce que c'est plus compétitif, mais par contre, il y a plus de place, donc en prorata, ça joue un petit peu quand même, quoi. Ouais, quand on met les éléments les uns à côté des autres, on se rend compte que on sort quand même un petit peu des normes pour cette équipe du Valkyries. Mais il faut quand même saluer le travail qui a été fait, une équipe Ouais. toute neuve, une équipe vraiment fondée. Si vous regardez un petit peu le roster sur l'aspect un peu international, il y a pas encore de superstars. Yann t'en as parlé rapidement, on reviendra peut-être un petit peu dessus. À l'intersaison, on va arriver sur une free agency que la WNBA n'a peut-être jamais connu. Gis, tu auras peut-être un œil un peu Ah plus non, bah, c'est éclairé que moi. sûr. Mais voilà, toutes les superstars, en fait, enfin, quasiment l'intégralité des joueuses vont être free agent de par des renégociations contractuelles. On en reparlera aussi un petit peu, parce qu'il y a eu aussi deux trois éléments qui ont pas mal impacté la ligue, cette année là-dessus. Mais donc voilà, on salue le travail qui a été fait du côté de Golden State et on salue aussi le travail de nos 3 Françaises, qui composent cette équipe, Carla Leight, Janelle Salin et Liana Rupert, qui ont toutes les 3 pour le coup bien performé au cours de la saison individuellement et collectivement et qui vont avoir en fait aussi la chance de jouer les playoffs pour leur année 1 à Golden State. Donc voilà, bravo les filles. On sera quand même derrière vous, un petit soutien en tout cas, même si on n'est pas forcément fan de Golden State, on vous encouragera pour aller le plus loin possible. Yann, je te laisse la main. Quel est pour toi un des éléments qui t'a profondément marqué cette saison WNBA? Et bah, justement, pour rester un peu dans cette free agency et ces négociations, de CBA, c'est, ce qui s'est passé pendant le All-Star Game. Donc il y a eu des négociations qui sont en cours depuis pas mal de temps déjà pour un nouveau CBA. Donc c'est l'accord collectif qui permet de réguler un petit peu, les contrats, tout ce qui va être en fait relié aux conditions de travail des joueuses plus ou moins pour, grossir un petit peu le trait. Et les joueuses veulent logiquement, être payées plus parce que, pour ceux qui ne suivent pas forcément, le pourcentage des salaires est actuellement extrêmement faible pour les joueuses comparativement à d'autres ligues, dont la NBA. On entend souvent que la WNBA ne rapporte pas d'argent, qu'elle est déficitaire. C'est faux. La ligue fait de l'argent, elle investit énormément, ce qui fait que forcément, bah, les exercices sont souvent à peine stable ou en déficit, mais parce que l'argent arrive et ressort aussitôt pour investir, que ce soit sur des infrastructures, sur, du développement marketing, parce que, bah, c'est une ligue qui est en pleine expansion et les joueuses veulent logiquement leur part du gâteau. Et donc il y a eu un événement qui a marqué un petit peu où elles sont sorties, sur le terrain, pendant le All-Star Game avec des t-shirts disant, «Payez-nous ce que vous nous devez». C'est quelque chose qui a été, plus ou moins dit toute la saison. On a vu des interventions des joueuses, dont Satou Sabali, Nafissa Collier, Breanna Stewart. Là, très récemment, qu'on a reparlé par exemple, Gabby Williams, une Française qui est très vocale là-dessus. Hem Et forcément, c'est quelque chose qui a un petit peu fait scandale parce que c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de voir dans le sport. Ouais. Mais il faut savoir que la WNBA, c'est une ligue militante. C'est des joueuses qui n'ont pas peur de prendre la parole, que ce soit sur ce type de sujets qui vont, elles, les concerner ou sur des sujets de société. On a entendu Paige Buckers récemment, parler de la comment du gun control, aux États-Unis, donc la restriction sur le port d'armes et cetera. Voilà, c'est des joueuses qui n'ont pas peur de prendre la parole, que ce soit dans les médias, que ce soit par leurs propres moyens. Il y a beaucoup de joueuses qui ont des podcasts maintenant, qui hésitent pas à en parler non plus. Donc moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a marqué, non pas dans le mauvais sens, mais plutôt dans le sens où, bah, c'est bien, c'est un moyen, donc c'était un moyen de com, c'est de la relation publique, hein, ce qu'elles ont fait, mais c'est quelque chose qui a marché, tout le monde en a parlé et bah, pour le développement de la ligue, c'est quelque chose qui est important. On sait qu'il y a pas mal de joueuses qui font des doubles saisons, que ce soit en Europe ou à Unrivaled, ou même en Australie, parce qu'il y a de plus en plus de joueuses qui vont jouer en Australie, pendant l'intersaison WNBA. Et donc du coup, bah, d'être payé plus, ça permettra aux joueuses d'avoir plus de repos, forcément un salaire qui est meilleur, des conditions de travail qui vont être meilleures
et on peut leur souhaiter que ça, en fait, parce que, bah, elles le méritent Ouais. et voilà, c'est le petit point, moi, qui m'a marqué là sur cette saison. C'est le fond du message, Gis, avant de te laisser rebondir, si tu veux donner aussi ton avis là-dessus. Là, on parle pas en fait parce qu'on a souvent tendance à prendre ce prisme-là dans le sport masculin. Heu, Encore une fois, on parle d'une ligue qui se développe de plus en plus, une ligue féminine et on sait que le sport féminin a quand même encore beaucoup, beaucoup de failles, notamment dans la façon dont elle paye les joueuses et les participantes. On ne cesse de le dire depuis le début de la vidéo, on est sur la ligue la plus compétitive en termes de basketball, composée à 99,9 de stars ou de superstars ou de joueuses qui tout simplement sont dominantes, qui dominent leur sport, qui le valorisent. On parle aussi d'image, publique, concrètement pour certaines marques. Heu, Si par exemple on prend l'exemple de Nike avec des AJ Wilson, des Caitlin Clark, chez Reebok, on va parler d'Angel Reese. Enfin bref, on a vraiment des icônes de leur sport, des joueuses qui se développent et qui tout simplement aussi développent l'aspect médiatique. C'est-à-dire que je pense que Gist aura plus d'éléments à donner que moi, mais la quantité de gens qui s'intéressent et qui consomment de la WNBA est en expansion depuis, je ne sais combien d'années et ne cesse de croître. Donc en fait, on est dans une logique implacable. Les filles sont plus compétitives, bossent plus, méritent tout simplement de gagner plus d'argent. Là où leur franchise ou leur patron se font du blé sur leur tête, bah, elles aussi méritent de récupérer une partie de cet argent-là. Donc c'est une lutte, c'est vraiment quelque chose de qui semble, pour certains être un aspect militant ou quoi ou qu'est-ce, mais qui est juste logique. Donc moi je te suis à 100 là-dessus. Les filles méritent d'être payées et je trouve que Gis, peut-être que tu auras aussi un avis là-dessus, mais j'ai l'impression que les choses vont peut-être dans le bon sens, qu'il y a encore des limites, mais qu'il y a une fenêtre à aller choper et qui peut être pas mal. Il faut pas oublier que, dans tout le sport américain d'ailleurs, garçons ou filles, hein, que s'il y a pas les sportifs et les sportives, il y a pas de sport. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les discours de dire: «Oui, mais bon, personne regarde» et cetera. Déjà, c'est pas vrai quand on voit les audiences et en plus, puisque les matchs féminins font aujourd'hui plus d'audience télévisuelle, en tout cas aux États-Unis, que les matchs masculins. Déjà et puis ça fait un moment que ça dure. On le voit nous, avec Yann, on suit ça depuis quand même suffisamment longtemps. On le voit exploser, que ça soit c'est devenu c'est marrant parce que c'est venu par le college basketball, en fait. C'est venu par la NCAA. C'est la NCAA qui a mis, en fait, un couvert médiatique sur la WNBA. Alors qu'on pouvait s'attendre à ce que ça soit un peu plus l'inverse à la base, mais c'est Ouais, comme ça que c'est venu. C'est venu par le soutien des fans à leur fac, parce qu'on sait qu'aux États-Unis, les facs, c'est même ils préfèrent même presque plus les facs qu'au sport professionnel, où là, c'est plus de l'entertainment quoi, du divertissement ouais, et c'est venu par ça et derrière, par notamment des têtes d'affiche, hein. Caitlyn, Angel, Paige, toute cette génération, Cameron, toute cette génération qui arrive, qui est une génération formatée pour les réseaux sociaux, formatée dans les médias, dans leurs propres médias et cetera et ça a amené de la visibilité. Donc tout ça, c'est important et donc pour revenir aux histoires de salaire, c'est que, bah, si ces joueuses-là ne jouent pas, il y a pas de revenus et s'il y a pas de revenus, bah, il y a pas de ligue. Donc il y a pas de rentabilité pour les propriétaires, il y a pas de rentabilité pour la ligue, il y a personne. Faut savoir qu'en WNBA, les filles, les joueuses, ne touchent rien sur le merchandising. C'est-à-dire qu'on vend des maillots à leur nom et elles ont zéro. Tout va aux propriétaires et à la ligue. C'est juste complètement dingue d'avoir un maillot, Caitlin Clark, Paige Bueckers et que les joueuses ne touchent rien. Donc ça fait partie des discussions qui sont dans le cibier. Il y a le salaire, il y a les conditions de travail aussi où elles arrêtent pas de mettre, beaucoup de choses là-dessus. Il y a eu beaucoup de progrès, hein. Faut se rappeler qu'il y a 2 ans, elles prenaient encore des vols commerciaux pour se déplacer. C'était obligé de faire la queue dans les aéroports pour leurs valises. Elles se faisaient des fois certaines presque agresser parce qu'on sait très bien que tout ce qu'a vécu, Brittney Griner notamment, à son retour de Russie, qui a été plusieurs fois agressée dans les aéroports parce que soi-disant, elle avait libéré, enfin bon bref, voilà, on va sortir de toutes les trucs. Là, il y a les vols maintenant privés. On est arrivé dans un quelque chose qui est nettement mieux, qui est plus proche de ce qui se passe en NBA, qui est même pas là, mais qui est en tout cas beaucoup plus acceptable et tout ça, eh ben, il faut le dire que ça va se répercuter sur le niveau de jeu.
Vous comprenez bien que si Évidemment. vous prenez l'avion sur un vol commercial et que vous faites 2 heures d'attente, et que vous jouez 1 heure plus tard, c'est plus difficile d'être performante que si, vous montez dans un avion en 10 minutes et vous pouvez allonger vos jambes, parce que là, en plus, on parle de gabarits. Alors certes, c'est pas des gabarits masculins, mais pour des féminines, c'est des gabarits hors normes. Donc tout ça, ça joue et effectivement, bah, oui, c'est logique que celles qui font le produit, bah, récupèrent une partie de l'argent, sachant qu'en plus pour les propriétaires et tout, c'est comme en NBA. D'ailleurs, il y a beaucoup de franchises qui sont apparentées à leur franchise masculine. Bon, c'est des multimilliardaires, quoi, donc je veux dire à un moment, bon, je pense que, donner un peu plus que 200 000 $ à ces joueuses-là, je pense que ça va pas trop changer la face du monde, quoi, donc On est et comme vous d'accord. l'avez dit tous les 2, bah, elles le méritent largement parce qu'elles font le même travail. Faut savoir qu'une basketteuse professionnelle en WNBA, elle s'entraîne autant qu'un joueur NBA. C'est autant de préparation physique, c'est la même chose, c'est autant de travail technique et des fois même un poil plus parce que, entre guillemets, les joueuses féminines des fois un petit peu moins de qualité physique que les garçons, ça saute un peu moins haut et cetera. Donc elles sont aussi des fois obligées de compenser par de la tactique, Bien par, sûr. plus de jeu collectif, plus de travail et ça, c'est un aspect bah, qu'on voit pas, en tout cas nous, mais qui existe et donc bah, juste être rémunéré, à des salaires convenables, hein. Je rappelle qu'aujourd'hui, une mascotte en NBA gagne plus qu'une joueuse en WNBA. Voilà, Ouais. ça peut vous faire réfléchir, je pense, un petit peu. On va je pense que le titre de la vidéo, ce sera ça, c'est «Les mascottes touchent plus que les joueuses, comment Bah, ouais, faire?» mais c'est la réalité, hein. Non, mais ouais, c'est dramatique et encore une fois, on encourage et on soutient, ces joueuses qui ne cessent de lutter, pour leurs droits, en fait, tout simplement, pour une redevance qui leur est due de par leur travail. Tu l'as dit aussi Yann, on parle aussi de joueuses qui ont pour la plupart, tendance à jouer dans 2 ligues différentes au cours d'une même saison. WNBA qui est souvent combinée soit une saison en Europe, ou dans d'autres pays ou Unrivaled, une ligue américaine qui a été lancée l'année dernière. Enfin bref, donc voilà, les filles taffent et elles méritent à un moment donné que leur travail soit reconnu et de récupérer un petit peu les fruits de leur labeur. Les gars, je vous propose qu'on enchaîne et qu'on rentre un petit peu dans le vif du sujet, de cette fin de saison régulière et début de playoff. Hem Avant de se lancer et de parler un petit peu des affiches du premier tour qui vont nous intéresser, je vous propose qu'on fasse un point très rapide, sur le classement. Peut-être pour parler des équipes qui, en fait, vont juste être absentes de ces playoffs. Parce qu'il y en a, on en a parlé à un moment donné, quand on discutait des Valkyries, hem, que leur apparition dans le top 8 était aussi liée aux mauvaises performances de certaines équipes, à certaines blessures. Hem Avant de parler d'équipes qui n'avaient pas forcément grand-chose à jouer cette année, type Washington, Connecticut et Dallas, qui sont des équipes plutôt dans la reconstruction et enfin, on n'attendait pas de place directement qualificative pour les playoffs ou quoi ou qu'est-ce, mais qui ont montré de belles choses, notamment Connecticut dans le jeu en fin de saison, coaché par Rachid Méziane, notre ami français qui était coach de la Belgique avant, qui montre aussi de très belles choses là-bas. Dallas, bien évidemment, autour de Paige Bueckers. On peut s'arrêter une petite minute là-dessus? La saison 1 de Paige Bueckers, les gars? Est-ce que est-ce Nous qu'on peut juste en parler Nous, on 3 va pas être secondes? trop surpris, je pense, avec Yad, enfin, je sais On pas s'y si on va être attendait. ouais. Alors, moi, personnellement, je suis pas surpris parce que, voilà, bon, c'est une joueuse qu'on suit depuis extrêmement longtemps et il y avait pas de surprise. Par contre, je pense quand même que c'est un petit peu au-dessus de mes attentes, moi, perso, notamment le dernier mois et demi de compétition. Le tout début, bah, voilà, les 15 premiers jours, 3 premières semaines, il y a eu un peu de prise de rythme. Mais le dernier mois et demi, enfin, je pense que sur le dernier mois et demi, c'est la meilleure, extérieure de la ligue Elle est et rookie, on rappelle, hein, rookie. c'est quand même juste dingue à tel point, je pensais pas qu'elle serait aussi, j'en ai beaucoup parlé, bah, avec Greg notamment, qu'elle serait aussi implacable au scoring. Je la trouve faite on la défend pas. Ils a Peu d'équipes arrivent à trouver une solution pour l'empêcher de scorer, quoi. Et en étant rookie, c'est quand même juste, assez impressionnant. Après, globalement, sur l'impact qu'elle a sur le jeu, moi, je suis pas étonné, elle a eu
presque tous les records à UConn et quand on sait l'historique, des joueuses comme Maya Moore, Diana Taurasi, Sue Bird, Breanna Stewart, Tina Charles qui sont passées là-bas et que tu te dis qu'elle a dépassé toutes ces joueuses-là à la fac. Bon, je suis pas très étonné, mais c'est vrai que je pensais pas que ça se traduirait peut-être aussi vite et de façon aussi efficace, quoi. C'est assez dingue, quoi. Bah, Ouais, surtout magnifique, qu'elle vas-y, sort d'une saison à plus de 70 matchs, en fait. Ouais. Parce que pour ceux qui sont pas au courant, contrairement aux hommes, la saison, NCAA féminine s'arrête un mois avant le début de la saison WNBA. Donc en un mois, elles enchaînent fin du tournoi de la March Madness, leur draft, le training camp et le début de la saison. C'est juste incroyable ce qu'elle a réussi à faire. Donc on le sait, elle a eu quelques petits pépins physiques, il y a eu quelques matchs manqués et cetera. Mais sur une joueuse qui joue sur un poste 1, qui se prend des défenses en bune à bune tout le match, qui n'hésite pas à aller au contact parce qu'on pouvait avoir un petit peu peur de ça, parce que Paige est une joueuse qui est assez frêle, donc même si elle s'est épaissie un peu ces dernières années, c'est une joueuse qui est pas comme Kelsey Plum par exemple, forte sur le haut du corps et plus avec un centre de gravité plus bas. Donc c'est une joueuse qui a tendance à exploser un petit peu plus à l'impact. De la voir aller au contact très régulièrement, de développer des armes qu'on n'avait pas forcément vues à UConn. Je pense à son stop and go quand elle attaque le cercle pour, bah, feinter son mi-distance qui est un peu sa signature. Là-dessus, je rejoins un peu Gis, je pensais pas qu'au scoring, elle serait aussi c'est pas de l'efficacité, c'est juste elle a des réponses à tout ce qu'on peut lui proposer et ça, je m'y attendais pas forcément. Je m'attendais à ce qu'elle soit très forte, mais à ce point-là, c'est quand même assez impressionnant. Mais en fait, on est dans la continuité de ce qu'elle faisait à UConn. Je vous invite, pour ceux qui le souhaitent, les matchs doivent être disponibles sur YouTube, à regarder là sa March Madness, à UConn. Dès que ça n'allait pas bien, c'était ballon à Page et démerde-toi et joue. Donc Le il y match avait un d'Oklahoma système autour notamment. Le qui match était un peu d'Oklahoma à plus en regarder, quoi. place et des joueuses qui permettaient d'apporter autre chose. Mais en fait, dès qu'il y a besoin, elle prenait ses responsabilités au scoring et elle était capable de tout faire sur un terrain. On parle souvent de joueurs un petit peu, à 3 niveaux, capables de scorer de partout. Paige, elle fait partie de ce type de joueur-là. Donc, saison rookie incroyable. On est loin d'avoir la meilleure saison rookie de l'histoire comme on a pu le voir, à certains endroits. Pour, ceux qui suivent pas forcément la WNBA, il y a une petite joueuse qui s'appelle Candace Parker qui a été élue MVP lors de sa saison rookie. Ça vous place un petit peu, voilà le type de saison qu'on peut faire. Mais, non, Paige a été impressionnante cette année et elle mérite, très largement le titre de rookie de l'année. On est d'accord là-dessus, et puis, on va suivre ce qui va se passer du côté de Dallas sur l'intersaison. On en parlait, une franchise qui est en reconstruction et qui a fait des bons choix, des bons mouvements cette année, qui devrait être très, très, très intéressante à suivre pour les saisons à venir. Donc voilà, on continue à suivre Page. Avant de rentrer dans les équipes qualifiées pour les playoffs, je voulais juste qu'on ait un petit mot rapide, hem, sur les 2 autres équipes qui, bah, voilà, se retrouvent un peu aux places de couillons de par les blessures et les mauvaises gestions. Dans un premier temps, Los Angeles, moi je tiens à saluer la saison de Kaycee Plum qui nous fait une saison extraordinaire. Hem, Petit mot aussi pour Cameron Brink qui a raté, on dit quoi? On dit, quasiment les 2 tiers de la saison, en tout cas une grosse moitié, la première partie de la saison. Joueuse qui avait été draftée l'année dernière, qui est tout simplement, là aussi, on va pas non plus utiliser des mots ou de faire des comparaisons inutiles, mais on en parle souvent nous sur nos groupes de messages, mais défensivement, Cameron Brink, si vous voulez voir une intelligence de placement, quelqu'un qui a la notion du contre et de la défense, allez regarder aussi jouer Cameron Brink, allez comprendre à quel point elle peut être dissuasive, à quel point elle peut défendre limite tous les postes. Elle est très grande, elle a une enfin voilà, on va pas faire encore une fois une vidéo focus sur telle ou telle joueuse, mais il y a du talent du côté de Los Angeles et surtout, je voulais juste qu'on prenne 2 minutes pour parler de Chicago. Je m'en doutais.
On va pas trop développer l'aspect Chicago parce que vous en avez très bien parlé dans vos médias respectifs. On en a parlé en space. Je pense que Gis, il y a aussi un petit focus qui sera fait soit sur Swish, soit sur quelque chose qui sera fait autour d'Angel Reese et de Chicago. Mais j'ai fait une vidéo, Voilà, sur Angel, ouais. l'œil de Gis que je vous invite, qui sera aussi dans la description, que je vous mettrai, dans la description de la vidéo. Juste pour, établir les faits et après je vous laisse rebondir rapidement. Angel Reese, joueuse draftée l'année dernière du côté du Chicago Sky, d'ores et déjà une icône moderne de cette WNBA, de par ce qu'en ont fait les médias et de par tout simplement son niveau de jeu intrinsèque. C'est une joueuse extraordinaire. Les médias ont essayé de nous vendre aussi une rivalité avec Caitlin Clark. Bon, ça, chacun se fait son opinion. Nous, clairement, on sait que c'est du média et qu'il faut pas rentrer dedans. Il y a les aspects positifs et négatifs. Simplement, Angel Reese qui se développe dans une franchise de merde, avec des infrastructures qui ne sont plus adaptées au monde de la WNBA tel qu'on vous en parle depuis 40 minutes, avec un coach qui n'a pas forcément de quoi répondre aux attentes d'une joueuse avec un tel potentiel, un effectif qui est pas mauvais, mais qui est manque peut-être un petit peu d'ambition quand on a une joueuse comme ça dans ses rangs, et surtout un management et un general management qui fait n'importe quoi. Donc voilà, Angel Reese a pris la parole il y a quelque temps pour mettre la pression sur, sur sa direction et dire que si les choses bougeaient pas rapidement, elle se verrait bien aller jouer dans une équipe compétitive. Je pense que c'est ce qui va se passer. Là, le la faille spatio-temporelle qu'on est en train de vivre du côté du Sky est juste lunaire. Elle a été suspendue une mi-temps. Je redis ma phrase. Je prends 3 secondes pour redire ma phrase. À la suite de ces paroles, la direction l'a suspendue une mi-temps d'un match. Bon bref, voilà, Angel Reese, je pense qu'elle a compris, elle ne veut plus jouer, elle a plus joué, je crois qu'elle a pas joué les derniers matchs de saison régulière Non. si je dis pas de bêtises, donc voilà, je pense qu'Angel Reese a joué ses derniers matchs du côté du Sky. Avant de rentrer sur les playoffs, les gars, un petit avis sur la situation du Sky et d'Angel Reese globalement pour nous dire à quel point cette équipe est ridicule là. Moi, je pense que tu as bien fait le tour du truc, hein, il y a pas grand chose à rajouter. C'est dommage d'avoir une joueuse aussi forte et de gérer les situations comme ça, quoi. C'est du gâchis, que ce soit pour la franchise, pour la joueuse, pour les autres joueuses de l'effectif aussi. Parce que du coup, ça a mis quand même une atmosphère, bien dégueulasse, du côté de Chicago. Il y a d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu là récemment, la sécurité d'Angel Reese qui a fait descendre une, personne du public en courtside qui avait un t-shirt avec écrit, «Free Angel», donc libérer Angel, de ce marasme de Chicago. Donc voilà, ça résume plutôt bien la situation, je pense qu'il y a pas grand chose à rajouter là-dessus. Non, bah, c'est totalement le problème de mauvaise gestion, quoi. Encore une fois, c'est pas pour taper sur le coaching staff, c'est un problème de direction sportive de la franchise. C'est un peu à l'image des des Bulls, ça, de l'autre côté, même si les 2 franchises n'ont pas de lien, pour le coup sportif, d'encadrement, mais voilà, c'est un peu Étonnamment. pareil. Ouais, étonnamment, mais bah, les fans de Chicago, ils ont bien mangé pendant des années, puis maintenant ils mangent bien en retour, quoi. Ah, Donc c'est bref, compliqué. non, c'est une mauvaise gestion sportive et du coup, bah, ça génère tout ça et ce qu'on disait tout à l'heure, ces joueuses-là, c'est des joueuses modernes dans la génération moderne, donc elles hésitent pas, elles se taisent pas, quoi. Elles prennent la parole et c'est des compétitrices hors normes et qui veulent pas accepter la médiocrité et heu et les manques de bonnes conditions de travail, donc elles s'expriment. Donc ça peut des fois être vu un peu négativement parce que c'est vrai que c'est pas super de taper sur la franchise. Mais encore une fois, il faut avoir le contexte de la franchise, quoi. Il Ah, faut se rappeler qu'aussi, le Sky, c'est pas la première, hein. Elles ont eu des stars, hein, Elena Delle Donne, Sylvia Fowles, et toutes ces joueuses-là sont toutes parties pour la même raison, sur le manque de direction sportive, en fait. On comprend rien à la direction sportive. L'année dernière, il y a une coach qui les emmène presque en play-off avec une équipe qui est très faible. La coach est virée à l'intersaison. Enfin, voilà, on comprend rien donc du coup, bah, les joueuses au bout d'un moment et notamment les joueuses stars et en plus Angel sait qu'elle a une audience quoi, quand elle s'exprime. Donc je pense qu'elle l'a fait aussi et à mon avis, elle le fait aussi un peu par rapport à ses coéquipières parce que, ses coéquipières, elles subissent aussi ça et elles ont pas «la chance» entre guillemets d'avoir l'audience que peut avoir Angel quoi. Donc moi, globalement, plutôt que de dire: «Ah, elle a critiqué ses coéquipières», moi je trouve qu'au contraire le discours
il est plutôt de mettre en avant la mauvaise direction sportive pour justement un peu protéger les joueuses. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Ouais, ouais, je suis tout à fait d'accord là-dessus. D'ailleurs, elle a reçu globalement le soutien de ses coéquipières, Ouais. plus largement. Mmh. Donc voilà, il y a pas trop de sujets. Les gars, on est à 45 minutes de vidéo. On a Ouais, non, mais on le savait, hein, on est bavard. On a vraiment débroussaillé. On voulait vous proposer quand même un premier jet, un premier épisode WNBA où voilà, on parle pas que de terrain, mais on voulait aussi vous montrer l'impact que, pouvait avoir cette ligue, globalement dans le monde du sport, et que nous, en tant que fans de basketball, c'est vraiment une merveille de pouvoir suivre cette ligue, d'avoir un WNBA League Pass aussi accessible, d'avoir une couverture médiatique où là aussi les réseaux sociaux nous permettent de voir en temps réel ce qui se passe, d'avoir des intervenants sur place et d'avoir aussi leur retour d'expérience. Je vous propose quand même qu'on prenne 10 grosses minutes. Allez, on se le permet pour parler un petit peu de ce premier tour de play-off quand même. Il y aura donc 4 séries. Comme Gilles vous l'a dit, il y a 8 équipes qui sont qualifiées en play-off en WNBA. On part sur 4 séries, directement mélangées Est-Ouest. Hem, je vous donne les séries, les gars, on essaye d'en discuter un petit peu. Vous pouvez nous donner une équipe favorite et peut-être un ou 2 éléments clés de pourquoi cette équipe est favorite, heu, de par peut-être le classement, la régulière, ou s'il y a une joueuse qui vous semble impactante. On va commencer comme ça, on va faire numéro 1 contre numéro 8. On a passé presque 45 minutes à parler de WNBA sans parler de Nafisa Collier, qui est quand même une chose assez extraordinaire en 2025. Nafisa Collier, tête d'affiche des Minnesota Lynx, qui ont terminé la saison première en roulant sur la saison régulière de WNBA. Joueuse qui sera dans le débat et qui, je pense, unanimement pour les 3 personnes de cette vidéo, devrait être MVP. En tout cas, je pense qu'on est tous globalement, derrière Nafisa, même si AJ Wilson, heu, nous sort une saison encore une fois extraordinaire. Donc voilà, le Lynx qui termine premier et qui va affronter du coup Golden State, 8e, du classement global de la WNBA. On va pas, je pense, perdre trop de temps là-dessus. On en a parlé, Golden State s'est retrouvé à cette position de par différentes raisons. Minnesota a surdominé cette saison régulière. Les gars, est-ce que je peux avoir un prono? Et globalement, en fait, la question est la suivante: est-ce que Golden State a une chance de gagner un match? Moi, je pense pas. Sur Enfin, un il y a sur un toujours une soir chance, mais d'adresse, ouais, il y a toujours une chance, mais parce que la Golden State logique a eu voudrait quelques matchs 2-0. comme ça cette année où, Mmh. sur un soir d'adresse, elle battait un peu n'importe qui. Donc si tu tombes dans un soir comme ça, pourquoi pas? Malgré tout, Minnesota, c'est la meilleure défense de la ligue, donc va falloir la sortir, cette performance avec de l'adresse, et non, pour moi, ce sweep, on passe au prochain tour, et on se prépare pour affronter le vainqueur, de la série d'en face. On Juste le rappeler rappelle, aussi peut-être que le le premier format tour, c'est en 3 matchs, hein, donc c'est Ouais, en exactement, 3 série de 3 pour le premier tour, série de 5 pour la demi-finale et série de 7 pour la finale. voilà. Voilà, juste pour rappeler le Donc format. voilà, vous l'avez compris, série de 3, quand on parle de série de 3, c'est-à-dire que ça peut aller jusqu'en 3, mais Gis, Minnesota va gagner 2-0. Moi, je pense 2-0 parce que alors je suis d'accord avec Yann, hein, il y a des journées d'adresse assez incroyables, mais il y a aussi le fait que, Minnesota, bah, tu l'as dit, c'est une des meilleures défenses de la ligue et c'est surtout une des meilleures défenses all time. Heu Donc je pense que tous les espaces vont être couverts, les tirs vont être difficiles. Alors après, il y a des joueuses, notamment Janelle Salin, hein, on va faire une dédicace à une de nos Françaises, qui est une shootmakeuse incroyable, qui est capable de rentrer des tirs, contestés comme elle en a mis plein cette saison. Mais je pense que ça va être difficile et en plus, même si Golden State a une énorme défense, on en a parlé au début, je pense qu'elles ont pas de profil pour défendre Nafisa Collier et le truc, c'est qu'elles vont être obligées de doubler et si elle double Nafisa Collier dans le spacing de Minnesota, C'est cuit. bon courage quand même. Non, je pense qu'il y aura 2-0. Ouais, ouais, et tant ce serait pis. assez logique, ouais, vas-y Yann. Info aussi qui peut avoir son importance, c'est que Golden State se base énormément sur, sa domination à domicile. On sait qu'il y a une grosse fanbase, du Mmh. côté de San Francisco. Les matchs sont délocalisés, pendant les playoffs, donc elles ne joueront pas dans leur salle, pendant ces playoffs-là. Donc forcément, ça va impacter une équipe, surtout pour une équipe très jeune, qui va découvrir les playoffs et autant de responsabilités pour la plupart des joueuses.
C'est clair, c'est clair. Encore une fois, on le redit, Minnesota se présente en tant que favori complètement logique. Golden State a d'ores et déjà plus que réussi sa saison régulière, donc on parlera pas du tout en mal, de quoi que ce soit, de quoi qu'il se passe. Si les Valkyries se prennent 2-0, ce sera juste normal. Si elles en prennent un, c'est juste pour moi la cerise sur le gâteau d'une première saison magnifique. Donc voilà, là-dessus, il y a pas trop de sujets. On vous redonnera aussi à la fin de la vidéo le calendrier, du début de ces playoffs. On va d'abord présenter les franchises et on vous donnera les dates et surtout les horaires des matchs. On enchaîne sur une 2e série qui, moi, m'interpelle tout particulièrement, parce que c'est pour moi la franchise qui ma franchise initialement de cœur, qui m'a fait rentrer un petit peu dans le prisme de la WNBA et je pense que c'est peut-être allez, il y a peut-être 2 séries qui vont énormément nous faire parler. Celle-là, elle risque de nous faire parler un petit peu quand même. Bien évidemment, on va pas tourner autour du pot. On va parler de cette série entre Phoenix, le Liberty. Le Liberty, les champions en titre, qui ont fait une très bonne première partie de saison avant que les blessures n'arrivent et que les mauvais choix de coaching reprennent aussi leur place tranquillement. Le Liberty qui termine sa saison avec 27 victoires, 17 défaites comme Phoenix. Phoenix a l'avantage du terrain bien évidemment parce que si je ne dis pas de bêtises, il y a heu, Tie-breaker, ouais. le tie-breaker direct entre les 2 équipes. Donc voilà, cette série 4-5. On peut présenter un petit peu les joueuses clés, de ces 2 franchises et les stars un petit peu qui devraient avoir la lumière et les responsabilités sur les épaules. Les gars, entre la 3e de notre podium MVP qui est Alyssa Thomas du côté de Phoenix, des joueuses qui ont déjà reçu ce trophée du côté du Liberty, heu, quelles vont être pour vous les joueuses à suivre et quelles en fait elle est dure à décrypter cette série, mais est-ce que Phoenix peut d'ores et déjà mettre fin au règne du Liberty dès le premier tour? Ou oui et non. Moi, je suis pareil que toi. En fait, cette série, elle dépend juste de New York. Oui. Si New York est intelligent et donne le ballon à Jonquel Jones, la série, elle se finit, il y a 2-0 et c'est terminé. Jonquel Jones, juste on le rappelle, Jonquel Jones, poste 5, ultra dominante, Voilà, qui MVP des voilà, finales l'année dernière, voilà, qui est, MVP de la ligue en 2021, MVP de la ligue il y a quelques années effectivement, qui est entre une autres. intérieure, tout aussi capable de te désosser près du cercle que de mettre des 3 points en catch and shoot, qui peut dribbler, qui a du playmaking, qui est une joueuse extrêmement complète et en fait, le souci de Phoenix, c'est qu'elles n'ont personne pour la défendre, surtout depuis donc il y a eu des trades, pendant la saison, depuis l'arrivée de Dewana Bonner qui joue, qui est une poste 3-4 normalement et qui est mise beaucoup sur le poste 5 là, sur la fin de saison. Il y a Alyssa Thomas, dont tu parlais, qui est top 3 MVP cette année, joueuse ultra complète, all-around, qui tourne quasiment en triple-double de moyenne sur l'année. Ce qui est assez impressionnant parce que pour rappel, hein, les matchs de W durent 40 minutes et pas 48 comme en NBA. Donc faites un peu le comparatif avec des joueurs qu'on a l'habitude de voir en NBA, c'est énorme ce qu'elle a réussi à faire cette année, mais elle est undersized. Donc pour défendre sur une joueuse comme Jonquel, c'est très compliqué. Voilà, si New York est intelligent et joue comme on l'a vu sur certains matchs cette année, ça devrait être assez facile. Malheureusement, le souci avec New York, c'est que c'est une équipe qui est complètement schizophrène, qui d'un match à l'autre, joue de manière totalement différente et c'est là où ça peut être compliqué, où Phoenix, bah, peut gagner parce qu'il y a des vrais principes de jeu. Gis en a très bien parlé pendant la saison dans l'œil de Gis. Il a fait des trades sur Twitter là-dessus, mais c'est une équipe qui joue bien au basket, qui est très bien coachée, avec un coach qui sait s'adapter aussi. Donc c'est là où il faudra voir. La bataille va surtout se jouer sur le banc, je pense, entre Sandy Brondello et Nate Tibbetts. c'est de voir comment la tactique peut répondre au talent, quoi. Parce que le Liberty, ça va être, voilà, un assemblage de talents puisque l'approche tactique, elle est complexe. Hem, Moi, si j'avais un prono, je mettrais 2-1 pour New York. Je pense que quand même New York, il y a des joueuses d'expérience, elles vont arriver à trouver un moment,
une façon de jouer qui va handicaper et je suis pas très confiant non plus sur les mêmes choses que Yann, par rapport au secteur intérieur. Jonquel Jones, Breanna Stewart à défendre avec soit Dewana Bonheur, soit Natasha Mack, soit avec Alyssa Thomas. Alyssa Thomas qui a toujours pris des pilules contre Breanna Stewart parce que en fait, trop petite pour la défendre. Alors après, il va y avoir des schémas sans doute défensifs collectifs. On défend pas qu'en 1 contre 1 au basket pur. Mais le problème, c'est qu'il y a tellement de valeurs de shoot aussi à New York que, moi je pense que New York est une meilleure équipe et que mais par contre si New York, est capable de complètement déjouer, donc c'est là que Phoenix aura peut-être une chance, mais comme tu le disais Yann, pour moi c'est dans leurs mains à New York, avant tout. On est complètement d'accord et la pauvre Alyssa Thomas qui avait, bah, vraiment c'est Breanna Stewart est quand même sa bête noire. C'est-à-dire que l'année dernière et avec encore plus de recul, on sait qu'elle s'est fait à chaque fois limite sortir des playoffs, que ce soit par Breanna Stewart ou par le Liberty. L'année dernière, elle a quitté le Connecticut sur une défaite contre le Liberty et là potentiellement elle retrouve sa bête noire qu'est le Liberty. Hem, Vous avez parlé un assemblage de talents, on parle aussi d'Emma Messman qui est arrivée en cours de saison, on parle bien évidemment aussi de Sabrina Ionescu. On parle aussi, même si c'est un sujet un peu plus touchy en ce moment, de notre Frenchie de Marine Johannes qui n'a plus du tout de temps de jeu, qui je pense vit ses derniers moments du côté du Liberty. Donc voilà, ce sera à suivre. Il y a aussi la cette rivalité saine bien évidemment, mais ce petit côté sympa avec les joueuses Sabali, qui vont s'affronter. Donc voilà, ça va être une série qui va être très, très cool à suivre et je vous invite vraiment alors à suivre cette série, pas forcément pour le côté, certes, bien évidemment, superstars qui seront sur le terrain parce qu'il y en a en fait à tous les mètres carrés, il y aura une superstar, mais plus aussi pour l'aspect tactique. Tu en as parlé de comment Phoenix va réussir à ajuster sa défense avec une joueuse aussi complète qu'est Alyssa Thomas pour essayer de bloquer les individualités du Liberty et de mettre aussi en avant les faiblesses de Sandy Brandello au coaching. Je vous propose qu'on avance et qu'on passe à une troisième série les gars. Hem on va parler d'Atlanta contre Indiana. Cette série qui, si je vous la présente comme ça, Atlanta-Indiana, si vous connaissez un petit peu la WNBA et potentiellement les rosters, vous pouvez vous dire qu'en fait, c'est plutôt Indiana-Atlanta. Logiquement, Indiana aurait potentiellement dû se retrouver à la place d'Atlanta et vice versa et non. Le Dream d'Atlanta qui nous a sorti une très, très belle régulière avec 30 victoires et 14 défaites. Indiana qui a malheureusement subi, la faute à pas de chance avec la blessure de Caitlin Clark qui sera out pour ce premier tour de play-off. Hem Présenté comme ça, les gars, est-ce que malgré l'absence de Caitlin Clark, on sait que le Fever a des grosses joueuses, notamment Aliyah Boston qui avait été numéro 1 de draft et qui nous sort une très, très grosse saison qui va sûrement être All, WNBA team. À voir si sûrement second, il y aura pas trop de débat là-dessus. Est-ce que le Fever a une chance de par, l'équilibre potentiel de cette confrontation? Ça va être dur, mais oui, il y a la place. En fait, je sais qu'avec Gis, on est assez raccord là-dessus, c'est qu'on a beaucoup de mal à imaginer Atlanta en play-off. Enfin, aller très Parce loin en que tout cas. voilà, aller très loin. C'est-à-dire qu'en régulière, tu peux jouer ton jeu sans réellement t'adapter à ton adversaire et gagner des matchs. En play-off, tu vas jouer la même équipe plusieurs fois de suite, tu as des schémas qui vont être adaptés en fonction de toi, donc ils vont être là pour t'empêcher de développer ton jeu. On sait que Stephanie White, la coach d'Indiana, est une excellente coach, qui sait s'adapter, qui sait proposer des schémas défensifs qui sont excellents, qui a montré offensivement qu'elle était capable aussi de montrer de très belles choses avec son équipe. Et c'est là où, bah, Indiana a les armes pour embêter un petit peu Atlanta. Malgré tout, avec toutes les blessures qu'elles ont subies là cette année, il y a moins de talent dans cet effectif, d'Indiana au global. Il y a moins de profondeur. Il y a encore eu, même sur des joueuses de rotation, Sophie Cunningham qui s'est blessée là sur la fin de saison, il y a plein de joueuses comme ça. Donc sur le talent évidemment Atlanta est favorite. Malgré tout, on a quand même des réserves. Je pense que sur ce premier tour, ça va passer, mais ça sera pas aussi simple que beaucoup n peuvent l'imaginer et je pense qu'elles devront batailler un petit peu. Ouais, pas de grand chose à rajouter, je suis totalement d'accord avec ça. On est d'accord là-dessus. Vous donnez du coup petit avantage pour Atlanta, mais pas étonné si Indiana les fait tomber quoi, globalement.
Oui, Indiana est capable d'en prendre un à la maison, par exemple. Moi, je dirais Ouais, 2-1, si 2-1 Atlanta. S'il y avait un prono à donner, je pense que ça sera en 3. Ouais. OK. OK, bon, on va s'arrêter là on va s'arrêter là-dessus sur cette série-là. On va conclure cette vidéo en parlant de la dernière série qui là aussi, aura peut-être tendance à nous faire discuter peut-être un tout petit peu plus longuement que la série précédente. On va parler de la Last Dance des, Las Vegas Aces, qui jouent certainement leur dernière saison avec cet effectif-là. On en a parlé, la Free Agency qui arrive, et cette équipe qui a quand même remporté plusieurs titres, qui a fait le back-to-back avant, et qui jouait la finale du three-peat l'année dernière contre le Liberty avant de perdre contre Sabrina Ionescu notamment. Hem, Vegas a galéré sur le début de saison. Il y a eu le départ de joueuses, l'arrivée d'autres, mais nous sort une fin de saison limite historique, autour d'A.J. Wilson ultra dominante, qui est réapparue entre guillemets «un peu du jour au lendemain» dans la course au MVP. Tellement Nafisa Collier a dominé le début de saison et A.J. Wilson marque vraiment cette fin de saison, même si elle a été très régulière, hein. Attention, Mmh. à mettre des pincettes, elle nous sort encore une saison magnifique. Vegas qui sera opposé à cette équipe de Seattle qui est peut-être l'équipe capable de battre tout le monde, mais capable aussi de perdre contre tout le monde. L'équipe la peut-être plus irrégulière avec le Liberty de cette saison. Des principes de jeu défensif normalement très, très bon, autour notamment de Gabby Williams qui nous sort une très, très belle saison, notre Française qui a rayonné, du côté de Seattle, avec aussi notre rookie Dominique Malonga qui a eu plus de temps de jeu sur la fin de saison et qui a vraiment montré de belles choses en sortie de banc. Les gars, je vous pose la question telle quelle. Est-ce que vous seriez choqués si Seattle tape Vegas sur ce premier tour? Oui, moi, c'est clair. Moi, je pense qu'il Oui, y a 2 parce que scénarios. oui, parce que oui, C'est parce que j'ai parti. aucune oui, parce que j'ai aucune confiance au coach. Pas oui sur le talent de l'effectif, parce que pour moi, le talent de l'effectif, je l'ai déjà dit, pour moi, c'est la deuxième meilleure équipe de la ligue en termes d'effectifs. Mais par contre, j'ai aucune confiance en Noelle Quinn sur le banc. Elle a montré par le passé qu'elle savait pas s'adapter en playoff et par contre, en face, ça va avoir Becky Hammon qui sait, elle, par contre, pour le coup, super bien s'adapter. Et donc c'est pour Un ça peu que je serais d'expérience. extrêmement surpris de voir, moi je pense même que ça va faire 2-0 Vegas et pas sur le talent, mais je pense que je vois pas comment cette équipe qui a été, si irrégulière dans sa façon de jouer en défense, alors que pourtant elles ont peut-être le meilleur effectif défensif peut-être de la ligue, mais en attaque c'est tellement brouillon, on comprend rien, on comprend un peu qui c'est qui a les balles, mais en fait ça marche pas et je pense que ça suffira pas en playoff. Donc, ouais, moi, je serais très surpris que at que Seattle puisse battre Vegas, quoi. Dans ce contexte-là, encore une fois, pas sur le talent de l'effectif. Je te laisse la parole, Yann. La Oh, parole est à la ouais. défense. Justement, je pense que ce que tu as dit là, c'est mon premier scénario et c'est le plus plausible. C'est-à-dire Ouais, qu'elles vont prendre 2 branlées et rideau, au revoir, merci Noël, à bientôt et Joyeux Noël. le deuxième scénario, c'est que Vegas n'a pas perdu depuis 16 matchs ouais, et que défensivement, Seattle a montré sur certaines performances qu'elles étaient capables de battre tout le monde. c'est sûr. Si sur le premier match de la série, tu arrives à faire déjouer Vegas et tu les fais perdre, Mmh. moralement, tu mets un vrai coup et c'est là où Seattle a un coup à jouer. Après, je pense quand même que Vegas va dominer, la série, mais c'est vrai que, bah, en face, on a souvent parlé de A.J. Wilson qui a dominé, heu, bah, en face, tu vas te taper, Ezi McGregor, qui est une des meilleures défenseuses de la ligue sur son poste. Tu as Nneka Ogwumike qui est une joueuse très solide, très respectée, vétérante, qui est très intelligente dans son jeu, donc qui va souffrir face à A'ja sur certaines séquences parce que, bah, forcément, il y a différence d'âge qui joue aussi, hein. Et après, bah, tu as au moins même si Dominique Malonga défensivement c'est compliqué, tu as au moins sa taille et la taille ça s'apprend pas. Forcément pour venir contester des tirs, bah, avoir la taille de Dominique Malonga dans ton effectif, ça aide énormément. Voilà. Seattle a des armes pour aller embêter un petit peu. Gabby Williams qui va sûrement être en défense sur Jackie Young pour la limiter au maximum. Seattle, c'est un des pires tirages en fait pour Vegas, parce que c'est une des équipes qui peut le mieux matcher avec les qualités qu'elles ont. Et c'est là où il y a quand même une chance que Seattle
puisse passer, mais le scénario le plus plausible, moi je pense à 80 je pense que ça va se passer comme Gis l'a décrit. Il y a quand même ce petit 20 de chance où, bah, si tu Oui, prends le premier match, la On sait série est jamais. totalement ouverte, en fait, derrière. Ouais. Ouais, je vous suis là-dessus, pareil. Je pense que Vegas a tout ce qu'il faut entre guillemets pour, éteindre, Seattle et jouer sur les faiblesses de Seattle. Vas-y Gis. attention à l'adresse quand même, parce que sur les 16 matchs, hein, j'en Ouais. ai parlé, elles sont en surchauffe d'adresse à Mmh, 3 points, mmh mh. absolue, et on sait que la variance de l'adresse à 3 points, on contrôle pas trop l'adresse à 3 points adverse. Ouais, On peut la contrôler un peu par les aspects défensifs, mais il y a une part de un peu de chance quoi derrière sur l'adresse à 3 points. Autant sur des paniers au cercle, voilà, l'adresse elle est naturelle, autant à 3 points, on sait que ça varie, et là depuis, 16 matchs, elles sont elles sont presque à 39-40 à 3 points à tous les matchs. Donc ça fait un peu, pour faire une petite analogie, ça fait un peu ce qu'ont fait les Pacers, ouais, dans les playoffs NBA où qu'ont très mal shooté toute l'année, et d'un seul coup pendant les playoffs, en fait, ils se sont mis à plus manquer un tir. Donc ouais. attention à ça, ça peut aussi, rechuter, et donc là, qu'est-ce qui se passe si au lieu de shooter à 39 tu shootes plus qu'à 34, c'est-à-dire dans la moyenne de la ligue? Et si on Là, retrouve l'équipe, elle le va peut-être redevenir plus moyenne comme on le voyait sur la première partie de saison. Donc je pense que c'est ouais, un vraiment va vraiment falloir surveiller l'adresse à 3 points de Vegas, quoi, dans ces playoffs de façon générale. plein d'éléments à suivre sur cette série et franchement, pas forcément la plus indécise sur le fait qu'on sait que Vegas a ce qu'il faut, mais le contexte fait que l'élément mental, notamment et psychologique dont Yann a parlé aussi sur cet aspect du shoot, peut vraiment radicalement transformer la série dès le premier match. Ouais. Donc voilà, on suivra ça de près. Les gars, je vous donne un petit peu les horaires des premiers matchs et puis on va conclure gentiment cette vidéo. Les playoffs qui commencent, du coup ce dimanche. 1er match d'ouverture des playoffs à 19h, Minnesota qui reçoit les Valkyries de Golden State. On enchaîne directement à 21h avec cette confrontation entre Atlanta et Indiana. Premier match à Atlanta. Heu, le gros match entre guillemets de la soirée, le match à 11h, entre Phoenix et New York. Et puis on complète ces premières affiches à 4h du matin dans la nuit de dimanche à lundi, la réception du coup, de Seattle qui se déplacera à Vegas. Hem, globalement, si je ne dis pas de bêtises, la première série le premier tour devrait se conclure à la fin de la semaine. Potentiellement, si je dis pas de bêtises. Donc, à voir nous en termes d'organisation et des dispos. Si cet épisode vous a plu aussi, n'hésitez pas aussi à rebondir, à réagir. Si cet épisode vous a plu, on en fera peut-être un deuxième. Les gars, si vous êtes dispo, ce sera un réel plaisir d'enchaîner et d'embrayer pour, poursuivre un petit peu peut-être l'avancée de ces playoffs ensemble. Si ce n'est pas le cas, dans tous les cas, on se retrouvera sur Twitter pour discuter, au travers des spaces qu'on va remettre en place là pour les playoffs. Les gars aussi vous en ont parlé. Vous allez avoir les épisodes de Swiss Swish avec le dimanche matin les brunchs. Gis, est-ce qu'il y a des lives qui sont prévus le jeudi soir aussi sur Bah, cette temporalité? là, on en a fait un jeudi dernier, bah, où Ouais, Yann a participé avec nous, vous pouvez encore l'écouter. On est revenu un peu sur, tous les bilans des équipes par l'intermédiaire des coachs. On a fait une petite tier list des coachs, de ce qu'on en pensait, pour digresser, tranquillement vers les équipes. il y Et avait de un quoi peu faire. dire oui, voilà, on y a passé presque 3 heures au final pour traiter les 13 équipes. Mais voilà, donc bah, après on fait des lives, oui, on fait des lives réguliers, c'est à peu près tous les 15 jours les lives, en gros, en moyenne. Et puis il y a des brunchs tous les dimanches matins, et puis je ferai, sans doute, de l'analyse tactique aussi, des œils de Gis pendant les playoffs sur les match-ups sur l'avancement des adaptations tactiques dans les séries. Peut-être pas trop au premier tour, mais peut-être plus sur demi-finale, finale où ça sera à mon avis, un peu plus intéressant. On verra au premier tour. Peut-être que New York, Phoenix, il y aura des choses à dire quand même. Vegas, Seattle aussi. Donc, voilà, c'est à peu près tout en termes, mais bon, nous, on s'arrête pas, de toute façon, de couvrir la ligue, quoi. Voilà, du costaud. Yann, de ton côté, est-ce qu'il va y avoir du contenu dédié un petit peu aux playoffs? Alors sur les playoffs, je sais pas. Là, demain soir, il y a une vidéo Euroleague qui sort parce qu'il y a les OK, barrages de l'Euroleague là qui vont arriver, dès la semaine prochaine. Donc moi, je rebascule sur l'Euroleague. Les playoffs sont souvent très bien couverts par Swish Swish, donc moi, je donne une visibilité à un autre type de basket à ce moment-là. Il y aura peut-être une vidéo pareil d'analyse de match à un moment donné,
soit pendant les finales, soit après, je sais pas. J'aime bien donner mon avis sur un petit peu tout. Donc on verra comment ça se passe, mais là, on rebascule un petit peu sur l'Euroleague Women et sur le basket européen là à partir de ce week-end. OK, OK. Bon, bah, voilà, vous avez tous les éléments. Nous, comme on l'a dit avec Quentin la semaine dernière, le début de nos previews sera lancé, en fin de semaine, à partir de vendredi, si je dis pas de bêtises. On Bah, comme vous le connaissez, on prendra le paradigme un petit peu qu'on avait fait l'année dernière, de mettre en avant 1 à 2 joueurs par franchise pour vous présenter la saison NBA qui arrive et on continuera du coup à suivre aussi la fin de cette saison, de WNBA. N'hésitez pas, les amis, si cet épisode vous a plu, c'était une première, on a parlé de beaucoup d'éléments différents, mais n'hésitez pas à nous donner aussi vos retours, à aller suivre les copains qui font de l'excellent contenu sur la WNBA, on les a cités et on leur refait un petit clin d'œil. Les gars, je tenais réellement à vous remercier pour votre disponibilité, pour l'accessibilité, que vous avez vraiment donné pour cette vidéo, les termes, enfin tout en globalement. C'était vraiment cool de faire ce format-là avec vous. J'espère que vous aussi ça vous a plu et j'espère vous revoir, rapidement sur la chaîne de Coast to Coast. On continuera à vous suivre, on continuera à échanger ensemble aussi sur différents réseaux. N'hésitez pas encore une fois à nous faire vos retours, à donner de l'amour et de la confiance. Comme on vous l'a dit, ça prend beaucoup de temps. Vous voyez Yann qui couvre beaucoup de choses, Gis, on n'en parle même pas. Gis, c'est un petit peu comme Einstein, il ne dort qu'à peu près 30 à 35 minutes par nuit. Donc rendez-lui ce service à aller au moins, de jeter un œil sur son contenu, c'est plus que mérité. Donc voilà. Les gars, je vous souhaite un très, très bon week-end. On se lance dans cette soirée de play-off dès ce soir. On a hâte que ça commence et on a hâte de suivre ça ensemble. Je vous remercie encore une fois, Merci à d'être toi pour venus l'invite. sur la chaîne. Ouais, merci, ouais. C'était très, très cool et puis on se dit à très, très vite. Sur ce, passez un excellent, dimanche, un excellent début de play-off et on se retrouve très, très vite sur la chaîne de Coast to Coast. Allez, ciao, ciao. Salut. Salut, ciao.